Si seulement je pouvais sérieusement croire, à la toute fin, n'avoir vu aucune de ces horreurs. Croire que le choc mental était la cause de toutes mes suppositions. Et pour comble la vision ultime qui avait provoqué cette course pour m'enfuir de la ferme désolée d'Ackley et démarrer sa voiture en pleine nuit, ce serait ignorer les faits les plus élémentaires de ce qui vint clore cette expérience. Aujourd'hui encore, il ne m'est rien possible de prouver quant à ce que j'ai vu et entendu. Comment je fis pour échapper à cette pièce, puis à cette maison sans faire plus de vacarme, atteindre avec toutes mes affaires la remise où était la vieille Ford, puis démarrer le véhicule archaïque vers un point inconnu dans la nuit noire et sans lune pour me retrouver en sûreté. Le voyage qui suivit fut un moment de délire digne de Poe et Rimbaud ou d'une gravure de Doré. Mais finalement, je me retrouvais à Downs End. C'est tout. Si ma santé mentale n'est pas définitivement perturbée, j'ai de la chance. Parfois je crains ce que les années à venir apporteront, surtout depuis qu'on a découvert cette nouvelle planète, Pluton. Chuchotement dans la nuit, de Howard Phillips Lovecraft. Toute cette affaire commença, pour ce qui me concerne, avec l'inondation historique et sans précédent qui frappa le Vermont le 3 novembre 1927. À l'époque, j'étais chargé de cours en littérature à l'université Miskatonic d'Arkham, Massachusetts, et pratiquant amateur et enthousiaste du folklore de Nouvelle-Angleterre. Apparurent d'étranges histoires à propos de choses qu'on avait aperçues, ballottant dans certaines des rivières en crue, au point que mes amis furent nombreux à s'embarquer dans d'interminables discussions et en appeler à moi pour savoir de quelle lumière je disposais sur le sujet. Dans chaque cas, la description type de ces choses était pratiquement la même. Chaque fois, dans les eaux dévalant brutalement depuis ces crêtes où personne n'allait jamais, les habitants rapportaient avoir vu une ou plusieurs formes inquiétantes et surprenantes et reliaient d'eux-mêmes leurs observations à ces légendes mi-oubliées que chuchotaient les anciens. Ce que les gens disaient avoir vu consistait en formes organiques telles que jamais ils n'en avaient observé auparavant. C'étaient des choses rosâtres d'environ 5 pieds de long, avec un corps de crabe, marqué par une large paire d'ailes dorsales à très fine membrane. Là où aurait dû être la tête, une sorte de volume ellipsoïde convexe, recouvert d'une multitude de très courtes antennes. Ces descriptions coïncidaient plus ou moins avec les contes que j'avais personnellement recueillis des paysans les plus âgés des montagnes du New Hampshire. On apercevait rarement ces créatures, mais ceux qui s'étaient aventurés plus loin que d'habitude sur les pentes de certaines montagnes ou dans certaines gorges plus profondes et escarpées, que même les loups évitaient, convergeaient tous pour attester de leur existence. Ces créatures, on les avait parfois surprises en nombre considérable, remontant par rangées un cours d'eau peu profond dans une formation parfaitement disciplinée. Une autre fois, un spécimen avait été vu volant, s'élançant lui-même du sommet d'une crête dépouillée et solitaire à la nuit tombante, silhouette se découpant un instant sur fond de pleine lune et s'évanouissant dans le ciel d'un seul grand battement d'ailes. Quant à ce qu'étaient ces choses, les explications naturellement variaient. Le nom qu'on leur attribuait le plus généralement, c'était « eux », ou bien les anciens, même si d'autres termes avaient pu s'imposer de façon transitoire selon les lieux. C'est mal faire que de venir les observer, et quelques jeunes chasseurs qui s'étaient risqués dans leur crête n'étaient jamais revenus. C'était mal aussi d'écouter ce qu'ils chuchotent la nuit dans les forêts, avec ces voix qui semblaient comme un essaim d'abeilles cherchant à contrefaire les voix humaines. Quand avec l'inondation, ces rumeurs commencèrent à réapparaître, je pus facilement reconstituer de quel arrière-fond de fantasmes elles procédaient. Je pris grand soin d'expliquer tout cela à mes connaissances et fus amusé quand plusieurs esprits contestataires continuèrent d'insister sur de possibles éléments véridiques dans ces comptes rendus. Comme de bien naturel en ces circonstances, ce débat avait pris la forme de lettres ouvertes dans le Arkham Advertiser,
et quelques-unes furent reprises dans la presse de ces régions du Vermont, d'où provenaient les récits de l'inondation. Le Rutland Herald consacra une demi-page à des extraits de lettres des deux camps, tandis que le Bladboro Reformer réimprima intégralement une de mes longues analyses mythologiques, entraînant une discussion complémentaire dans le Pendrafters, où on applaudit mes conclusions sceptiques. Ainsi, au printemps de 1928, étais-je devenu une figure connue du Vermont, indépendamment du fait que je n'avais jamais mis un pied dans le pays. Cher monsieur, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt dans le Brattleboro Reformer du 23 avril 1928 votre opinion au sujet des récents témoignages concernant les corps étranges aperçus flottant dans nos rivières en crue et de comment ils s'accordent si bien avec d'anciennes légendes. Même si toute la raison semble pencher de votre côté, j'ai bien peur que vos adversaires soient plus près de la vérité que vous-même. Je dispose de preuves attestant de ces choses monstrueuses vivant dans les bois et sécrètes où plus personne ne se rend. J'ai vu leurs empreintes et, dernièrement, en ai constaté tout près de ma propre maison, si près que je n'ose vous le dire. Et en certains endroits des bois, j'ai surpris des voix telles que je ne saurais les décrire sur une feuille de papier. Dans un de ces endroits, je les percevais si bien que j'y ai emporté un phonographe avec une membrane enregistreuse et un cylindre de cire. Je pense que ces êtres souhaitent se débarrasser de moi parce qu'ils savent ce que j'ai découvert. Peut-être ne recevrez-vous même pas cette lettre. Si les choses empirent, j'aurai à quitter ce pays et partir vivre avec mon fils à San Diego, Californie. Mais il n'est pas facile de renoncer à l'endroit où vous êtes né et où vit votre famille depuis 6 générations. Je ne voudrais pas, monsieur Wilmarth, vous placer dans un quelconque péril, et je dois vous mettre en garde. Mais je sais que vous en considérerez le risque à l'échelle de notre goût pour la connaissance. Bien respectueusement vôtre, Henry Ackley. Ce fut ainsi que la lettre de Henry Ackley m'emmena pour la première fois au royaume fascinant des sombres précipices et des torrents grondants de ces forêts sauvages. J'y répondis, adoptant le ton d'un intérêt amical et sollicitant de lui de nouveaux détails. Sa propre réponse me parvint presque par retour de courrier et contenait, selon sa promesse, plusieurs tirages Kodak de scènes et d'objets illustrant ce qu'il avait à dire. La pire de toutes, c'était une empreinte, une vue prise où le soleil brillait sur une tache de boue dans la lande déserte. Cela ressemblait hideusement à ce qu'aurait laissé une pince de crabe à peu près de la taille d'un pied humain moyen. Sur une autre photographie, on voyait une grotte dans les bois, dont un rocher d'une rondeur très régulière colmatait l'ouverture. Sur le sol nu, devant celle-ci, on arrivait à discerner un réseau de traces curieuses, les mêmes traces que celles détaillées dans la vue précédente. Un lieu éloigné à l'extrême, c'était évident par la véritable mer de montagnes inhabitées qui formait l'arrière-fond et se perdait au loin dans la brume de l'horizon. Mais la plus perturbante restait la photographie de cette pierre noire qu'Ackley avait photographiée sur sa propre table de travail, puisque je pouvais distinguer ses rangées de livres et tout auprès un buste de Milton. Jamais auparavant je n'avais vu quelque chose qui m'ait frappé comme aussi immanquablement étranger à ce monde. Des hiéroglyphes à sa surface, je ne pouvais en discerner que quelques-uns, mais ceux que je pus reconnaître me créèrent un autre choc. Bien d'autres que moi ont lu le monstrueux et abhorré Necronomicon de l'arabe fou Abdul al-Azred, mais cela me fit néanmoins frissonner de reconnaître certains idéogrammes que l'étude m'avait appris à relier aux choses les plus blasphématoires qu'on chuchotait, quant à ce qui avait pu avoir une demi-existence folle avant la Terre et les autres mondes définis, dont le système solaire est conçu. Des 5 photographies restantes, l'une consistait en une étrange marque dans le sol très près de la maison d'Ackley, et qu'il disait avoir photographié à l'aube suivant une nuit où les chiens avaient aboyé de façon plus violente que d'habitude. Sur une autre, la propre maison d'Ackley, une maison blanche soignée de 2 étages et mansarde, avec une pelouse bien tenue et une allée bordée de pierres.
Il y avait plusieurs bergers allemands sur la pelouse, près d'un homme au visage affable, avec une barbe grise taillée de près. Photographie qu'il avait prise lui-même, pouvait-on inférer du déclencheur qu'il tenait de sa main droite. Vers la fin du mois de juin, me parvint l'enregistrement radiophonique. Ackley me faisait part des actes insidieux de ces personnes qu'il considérait comme les relais et les agents des êtres cachés. Et parmi ceux qu'il suspectait le plus, un fermier revêche, Brown, qui vivait seul dans une des vallées au bas des crêtes et qu'on voyait souvent traîner au coin de rue à Brattleboro, Bellows Falls, Newfane ou South Londonderry. Il était convaincu que la voix de Brown faisait partie de celle qu'il avait surprise en de certaines occasions dans une conversation effrayante. Il avouait dans la note qui l'accompagnait qu'il commençait à avoir peur sur ces routes. Ce n'était pas bon, répétait-il chaque fois, d'en savoir trop sur ces crêtes silencieuses et problématiques. Il est le Seigneur de ces mois, les sacrifices des hommes. Ainsi depuis de la nuit jusqu'au golfe de l'espace. Cet enregistrement, je l'ai réalisé vers 1h du matin, le 1er mai 1915, près de l'ouverture fermée de la grotte, là où le versant ouest de la montagne Noire tombe dans les marais. Un lieu qui a toujours été réputé pour ses voix étranges. Et des golfes, l'espace jusqu'au but de la nuit. Nous prions toujours immense. Le phonographe et la membrane enregistreuse n'avaient pas fonctionné uniformément bien. Cela semblait lointain, étouffé. C'est avec un fond de peur primitive et de répugnance que je soulevai le bras et écoutai le crissement préliminaire de la pointe de saphir. Toujours vous l'éclairez, et que l'abondance soit au groupe noir de ces forêts. Yeah, Nigura, toi, couche la jeunesse éternelle. Yeah, Shub-Niggurath, toi le bouc noir des forêts, à la jeunesse éternelle. Descendant les marches de nuit, allié des abîmes, à ta tête, lui de tout fils de merveilles apprises, sur les ailes de la nuit, au-delà de l'espace. Depuis Yougoth, et l'enfant le plus jeune, roulant seul dans le noir des terres, Et trouve le chemin, et que lui dans les abîmes les connaisse. Anyarlathotep, messager puissant. Toutes choses doivent être dites, et il se construira à la semblance des hommes, portera masque de cité et robe cachée, et descendra du monde au ciel soleil, à Père des millions de ceux qui ont la faveur, ô Stolker. Et c'est alors que j'entendis l'autre voix, une chose monstrueuse, qui suivait souplement la voix humaine dans ses réponses rituelles, mais dont mon imagination faisait un écho morbide, se frayant chemin par d'inimaginables abysses, vers d'inimaginables enfers lointains. Dans la cire blasphématoire, un bourdonnement faible, menaçant. Shub-Niggurath. Et l'enregistrement cessa abruptement, tandis que je restais dans une immobilité stupide, longtemps après que le phonographe se soit automatiquement arrêté. Le train numéro 5508 hier. Il est arrivé avec 35 minutes de retard. Mon nom est Wilmars, Albert N. Wilmars. Wilmars. Aucun colis, rien à ce nom. L'expéditeur était Monsieur Ackley, Henry Ackley, de Brattleboro. Nous ferons une recherche, nous vous préviendrons. Le matin du mercredi 18 juillet, je reçus un télégramme de Bellows Falls, dans lequel Ackley disait m'avoir expédié la pierre noire, partie par le train numéro 5508 de la Boston and Maine. Je calculais qu'elle arriverait au plus tard à midi, en fonction de quoi je restais tout ce jeudi matin à l'attendre. Mais midi arriva sans qu'on me prévienne, et quand je téléphonai au bureau des marchandises, on m'informa qu'aucune malle n'était arrivée à mon intention.
Ma décision suivante fut de solliciter un appel pour le bureau des marchandises de Boston Nord, qui lui-même joignit le contrôleur en charge du train numéro 5508, lequel s'était aussitôt souvenu d'un incident qui semblait n'avoir que peu de rapport avec ma réclamation. Monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je viens chercher un bagage. Une malle. Une malle? C'est une malle noire. Votre nom, monsieur? Adams. C'est Stanley Adams. Une voix bourdonnante, sifflante. Un homme bizarre, j'avais du mal à le comprendre. Je ne trouve pas dans nos registres. Cette malle m'appartient. Cherchez encore. Et puis, plus rien. Quand le train repartit, l'impression de me réveiller tout juste. Et plus d'hommes. Plus de mal. Mon attitude scientifique envers l'affaire, à ce stade, se transforma en alarme plus personnelle. Ces choses inconnues, m'écrivit Ackley dans une écriture tremblante à en faire pitié, avaient commencé à se refermer sur lui avec un nouveau degré de détermination. L'aboiement nocturne de ses chiens, lorsque la lune était faible ou absente, devenait effroyable. J'étais effrayé pour Ackley, dans sa maison éloignée et solitaire, et aussi effrayé pour moi-même, maintenant que mon lien avec l'étrange problème des montagnes était établi. En réponse à sa lettre, je le pressai d'appeler à l'aide et parlais de venir moi-même dans le Vermont, de l'aider à expliquer sa situation aux autorités concernées. Par retour, je reçus le télégramme suivant, expédié depuis Bellows Falls. Apprécie votre position, mais rien possible ici. J'apprécie votre position, Ne rien entreprendre mais rien n'est de possible votre ici. côté, Ne sinon rien peut se entreprendre de retourner votre sur côté, les- sinon ça peut se retourner sur les deux. L'explication suit. Ackley. À noter que la signature comportait une faute. A-K-E-L-Y, sans le second E. Comment ne pas en tirer certaines conjectures? En dépit de la crise évidente, il ne cessa plus d'en élaborer. Lui répondant à l'instant, je lui renouvelai ma proposition d'aide, parlai à nouveau de lui rendre visite et de convaincre les autorités de sa situation d'extrême péril. Dans sa réponse, le 28 août, il semblait moins opposé à ce plan que par le passé, mais disait vouloir essayer de tenir, pour mettre ses affaires en ordre et se familiariser avec l'idée de quitter un lieu de naissance maladivement chéri. Mais le 5 septembre me parvinrent des nouvelles qui à l'évidence prouvaient que nos lettres s'étaient croisées. Lundi, cher Wilmarth. La dernière nuit était très nuageuse, même sans pluie, et pas un brin de lune qui puisse passer au travers. Les choses sont allées vraiment mal, et je crois que la fin est proche, en dépit de tout ce que nous avons espéré. Après minuit, quelque chose a atterri sur le toit de la maison, et les chiens se sont tous précipités pour voir ce que c'était. Il y a eu alors un terrible combat là au-dessus, et j'ai entendu cet effrayant bourdonnement, tel que je ne l'oublierai jamais. Puis, une odeur épouvantable. Au même moment, des balles traversèrent la fenêtre et me manquèrent de peu. J'ai éteint les lumières et me suis servi des fenêtres comme poste de tir. J'ai arrosé tout autour de la maison, mon fusil orienté juste assez haut pour ne pas atteindre un de mes chiens. Ça a semblé clore l'affaire. Au matin, j'ai trouvé de grandes flaques de sang dans la cour, à côté d'une matière verte épaisse qui a la pire odeur que j'ai jamais sentie. 5 des chiens ont été tués. Là, je répare les volets que les tirs ont brisés et je retourne à Brattleboro pour notre chien. À la hâte, Ackley. Mardi. Les nuages ne s'en vont pas et pas de lune. J'ai allumé les lumières tout autour de la maison et installé un projecteur. Mais je crains qu'ils ne coupent la ligne et qu'ils s'en apercevront. Je crois que je deviens fou. Peut-être que tout ce que je vous ai écrit est un rêve ou de la folie. Les choses allaient mal auparavant, mais désormais c'est au-delà des gonds. Ils m'ont parlé la nuit dernière, parlé dans ce maudit bourdonnement et m'ont dit des choses que je n'ose pas vous répéter. Restez hors de tout ceci, Wilmarth. C'est encore pire que ce que vous ou moi n'ayons jamais imaginé. Ils ne veulent pas me laisser partir désormais. Ils veulent m'attraper vivant et m'emporter non pas seulement à Hugot, mais au-delà, loin en dehors de la galaxie et peut-être hors des dernières courbures de l'espace. Ce fut une erreur de ma part de vous envoyer cet enregistrement. Ce serait mieux de briser le cylindre
avant qu'il soit trop tard. Vôtre, Ackley. Je ne tentais pas de lui répondre, pensant qu'il était mieux d'attendre qu'Ackley ait le temps de répondre à ma lettre précédente. Cette réponse me parvint effectivement le jour suivant. Mercredi, votre lettre est arrivée. Je n'ai plus le temps de discuter de tout cela. Je suis pleinement résigné. Miracle, j'ai eu assez de pouvoir et de volonté pour les chasser. Je ne peux plus m'en tirer, même si je voulais tout leur laisser et fuir. Ils mourront. Ils m'ont fait passer une lettre hier. Ils me disent ce qu'ils veulent faire de moi. Pas possible de répéter. Prenez garde à vous aussi. Brisez l'enregistrement. Mais je ne vous ai pas dit le pire, Will Murph. J'ai vu et touché une des choses, une partie de l'une de ces choses. Dieu, mon ami, c'est affreux. Elle était morte, bien sûr. Un des chiens l'avait attrapée et je l'ai trouvée près de l'ornice ce matin. Vous vous rappelez ces choses sur les rivières? On ne les avait vues que le premier matin après l'inondation. Et voici le pire. J'ai essayé de la photographier pour vous, mais quand j'ai développé le film, il n'y avait rien du tout, excepté la caisse. De quoi sont faites ces choses? Un grand crabe avec tout un tas d'anneaux de chair ou nœuds d'un truc épais et rugueux couvert d'antennes, là où serait la tête d'un homme. Ce jus vert épais, c'est leur sang. Si vous n'avez pas de nouvelles d'ici une semaine, Will Murph, écrivez à mon fils, George Goodenough Ackley, 176 Pleasant Street, San Diego, Californie. Mais ne venez pas, Will Murph, ne venez pas. Au revoir, Will Murph. Détruisez le cylindre de l'enregistrement. Ne vous mêlez pas de ça. Vôtre, Ackley. Alors, le samedi 8 septembre, je reçus cette lettre absolument différente. Une lettre curieusement calme, tapée avec netteté sur une nouvelle machine à écrire. Elle était oblitérée de Below Falls, et la signature aussi bien que le corps de la lettre était dactylographiée. Dire que la lettre me soulageât tenait évidemment à sa nature, mais restait malaise. Si Ackley avait été censé dans sa peur, était-il aujourd'hui censé dans sa délivrance? Mon cher Will Murph, je crois vous avoir mentionné que mes étranges visiteurs avaient commencé à communiquer avec moi et établi cette communication. La nuit dernière, cet échange est devenu effectif. En réponse à un signal convenu, j'ai laissé entrer chez moi un messager de ceux de là-bas. Un être humain, je précise tout de suite. Il m'a appris des choses que ni vous ni moi n'avions même pu commencer à deviner. Ce que j'ai décrit comme morbide, honteux et ignominieux tient en réalité du génie. Mon point de vue précédent tenait surtout à cette tendance éternelle de l'homme à haïr et craindre et voir par le petit bout de la lorgnette ce qui lui est radicalement différent. Maintenant, j'ai du remords quand je pense au mal que j'ai infligé à ces incroyables êtres. Si seulement j'avais consenti à parler pacifiquement et raisonnablement avec eux dès le premier instant. Les êtres de là-bas sont peut-être les plus merveilleuses choses organiques dans ou hors de l'espace et du temps. Les membres d'une espèce vaste comme le cosmos et de laquelle toutes les autres formes vivantes sont plus ou moins des variantes dégénérées. La capacité de leurs gènes à traverser le froid intersidéral sans air, sans rien changer à l'intégrité de leur forme corporelle, est unique. Tout est revenu à la normale, Will Murph. C'est avec plaisir que je vous invite. Rapportez avec vous l'enregistrement et l'ensemble de mes lettres. Nous devons les collationner pour établir cette considérable histoire. Rapportez aussi les tirages Kodak, parce que je crois que j'ai égaré les négatifs et mes propres épreuves dans toute cette agitation récente. Ne parlez à personne de votre venue. Cette affaire ne doit pas concerner le public. Toujours vôtre, par anticipation, Henry Ackley. Ce changement dans les façons d'Ackley
son attitude et son langage étaient largement au-delà du normal ou du prédictible. L'ensemble de sa personnalité semblait avoir sombré dans une mutation insidieuse. Aussi, le dimanche matin, je télégraphiai à Ackley que j'arriverais à Brattleboro le prochain mercredi, donc le 12 septembre, si la date lui convenait. Horaire parfait. Je serai à l'arrivée du train de 13h08 mercredi. Ne pas oublier enregistrement, lettres et photos. Voyagez tranquillement. Attendez-vous à de grandes nouvelles. Ackley. La pensée d'un contact mental direct avec ces êtres ou entités de l'extérieur était déjà stupéfiante pour un esprit entraîné et préparé comme le mien. S'il en était ainsi pour moi, que pourrait-on imaginer de son effet sur les vastes masses des gens ordinaires? Je changeai de train à Boston et commençai la longue route vers l'ouest, hors de mes régions familières, vers celles que je ne connaissais que de nom, Waltham, Concord, ailleurs, Fitchburg, Gardner, Atoll. Mon train arriva à Greenfield avec 7 minutes de retard, mais la correspondance avec l'Express pour le Nord avait été assurée. Changeant en hâte, je ressentis une curieuse absence de respiration quand le train s'ébranla en ce milieu de journée ensoleillé dans ces territoires que je connaissais par mes lectures mais n'avais jamais visités. J'apercevais maintenant la rivière Connecticut scintillant, toute bleue au soleil. Et après avoir quitté Northfield, les crêtes sombres et secrètes se dessinèrent devant nous. Je sus que j'étais enfin dans le Vermont. Albert Wilmars Darkham, je suppose. Je m'appelle Noyce. Enchanté. Cet homme n'avait aucune ressemblance avec le Ackley et sa barbe grisonnante sur la photographie. C'était quelqu'un de jeune et d'urbain, habillé à la mode et portant juste une fine et sombre moustache. Sa voix cultivée m'évoqua une vague familiarité, bizarre et perturbante, mais j'aurais été en peine d'en trouver la source dans ma mémoire. Monsieur Ackley souffre d'une soudaine attaque d'asthme. Il ne se sentait pas assez bien pour faire un tel voyage à l'air du dehors. Rien de grave, cependant. Rien de changé quant au programme de votre visite. Il insiste bien. Considérant la vie d'ermite que menait Ackley, j'étais rien moins que surpris de l'existence soudain avérée d'un tel ami. Mais ma perplexité ne put me dissuader de monter dans la voiture qu'il m'indiqua. Ce n'était pas la petite voiture ancien style que je m'étais attendu à trouver d'après les descriptions d'Ackley, mais une grande et brillante berline du dernier modèle, apparemment celle de Noyce lui-même, portant une plaque du Massachusetts avec la mention « Pays de la morue » qui les ornait cette année. Je suis un ami de celui qui va vous accueillir. Je suis venu depuis Townsend, à sa place. Avec plaisir. Je fus heureux qu'il ne se révèle pas un grand parleur, parce que certaines tensions singulières dans l'atmosphère me dissuadaient moi-même de toute conversation. Comme nous sortions de Brattleboro, ma sensation de pesanteur et de pressentiment s'accrut. Progressivement, le pays autour de nous devenait plus sauvage, inhabité. D'archaïques ponts couverts surgissaient effroyablement du passé dans les recoins des ravins, et la voie ferrée à l'abandon qui suivait la rivière semblait exhaler dans l'air visible sa désolation nébuleuse. D'étroites routes, presque dissimulées, se raccordaient ici et là à la nôtre, se frayant chemin à travers des masses luxuriantes et solides de forêts. Pittoresque, n'est-ce pas? Presque comme une carte postale. Ce fut notre dernier lien à ce monde que l'homme pouvait avec certitude nommer le sien, par la vertu de ses conquêtes et d'une occupation complète. À part le bruit du moteur et les quelques fermes solitaires entreaperçues au loin à de rares intervalles, la seule chose qui désormais m'atteignait l'ouïe était ce bouillonnement insidieux d'étranges eaux surgissant en infinies cascades, cachées dans les bois sans lumière. La proximité et l'intimité des crêtes qui nous recouvraient vous asphyxiaient progressivement. Bien plus raide, abrupte et haute que je ne l'avais imaginé d'après ce que j'en avais vu ou lu, elle suggérait n'avoir rien de commun avec le monde prosaïque que nous connaissons. Toutes les légendes du passé, toutes les imputations stupéfiantes dont Ackley me faisait part dans ses lettres et arguments, se rejoignaient dans ma mémoire pour rehausser encore cette atmosphère de tension et de menaces grandissantes. Je sais que vous venez dans un but scientifique et que vous rapportez à Monsieur Ackley des éléments d'importance. Mon guide avait dû remarquer mon changement d'attitude. À mesure que la route devenait plus sauvage et encore plus irrégulière, et notre vitesse plus lente,
Ces commentaires occasionnels se firent un discours appuyé et continu. N'est-ce pas un pays bien sauvage? Peu en apprécie la beauté pourtant réelle. Le temps avait disparu dans ces labyrinthes qui nous entouraient. Même le soleil assumait un éclat d'outre-monde, comme si cette atmosphère ou exhalation spéciale recouvrait toute la région. Soudain, après avoir tourné un virage en épingle à cheveux au sommet d'une brusque côte, la voiture s'arrêta. Sur la gauche, après une pelouse bien tenue qui partait de la route et s'ornait d'une bordure de pierre presque blanche, s'élevait une maison de 2 étages et demi, toute blanche, d'une taille et d'une élégance inhabituelles pour la région, avec une suite contiguë de remises, granges et meuneries, reliées par des arcades à l'arrière et sur l'aile droite. Je reconnus de suite celle de la photographie que j'avais reçue, et ne fus pas surpris de découvrir le nom de Henry Ackley, écrit sur la boîte à lettres de fer blanc arrondi, auprès de la route. Derrière la maison, une étendue marécageuse et peu boisée, au-delà de laquelle commençait brutalement une forêt très épaisse, s'élevant vers une corniche irrégulière et touffue. Le sommet, je le savais, de la montagne noire. Si vous voulez bien m'attendre quelques minutes, je vais prévenir Monsieur Ackley de votre arrivée. Laissez votre valise, je m'en charge. Il s'éloigna vers la maison, et je descendis moi-même de la voiture que pour me dégourdir les jambes. Je ne pourrai pas m'attarder longtemps, malheureusement. Un rendez-vous d'affaires m'attend à Brattleboro. Sans y accorder plus d'importance, je remarquai qu'aucun des chiens d'Ackley ne se manifestait. Les avait-il tous revendus, sitôt qu'il eut fait sa paix avec les êtres du dehors? J'avais beau faire, je n'avais plus la même confiance dans la sincérité et l'authenticité de cette paix, telle qu'elle transparaissait dans sa dernière lettre, si terriblement différente. Je m'étais mis à regarder les traces du chemin avec une sorte de curiosité paresseuse, mais d'un coup, cette curiosité fut écrasée par une bourrasque paralysante, soudaine et dégoûtante, de pure terreur. Ce n'était pas pour rien, hélas, que j'avais passé des heures sur les tirages Kodak des empreintes avec griffes qu'Ackley m'avait expédiées. Je les connaissais trop bien, les marques de ces dégoûtantes pinces. Ici même, avec évidence, dans une forme objective et sous mes propres yeux, ne datant sûrement pas de plus de quelques heures, surnageaient comme des blasphèmes au moins 3 empreintes, les griffes diaboliques des champignons vivants de Youghot. Je me retins juste à temps de pousser un cri. Après tout, à quoi d'autre pouvais-je m'attendre avec tout ce que je m'étais mis à croire dans les lettres d'Ackley? Il m'avait expliqué avoir fait sa paix avec ces choses. Qu'y avait-il d'étrange alors à ce qu'elle lui rende visite chez lui? Mais la terreur l'emportait sur ce qui me rassurait. Tout va bien, très bien. Sa brutale attaque d'asthme empêche M. Ackley d'accomplir ses devoirs d'hôte comme il l'aurait souhaité. Ses articulations enflent, il doit se bander pieds et chevilles. Mais il n'était pas moins impatient que vous à votre conversation. Vous le trouverez dans son bureau sur la gauche du hall d'entrée. Il doit rester dans l'obscurité quand il est malade parce que ses yeux deviennent hypersensibles. Noyes me fit ses adieux et repartit. Je me dirigeai lentement vers la maison. Il avait laissé la porte entr'ouverte à mon intention. Mais avant d'approcher et d'entrer, je pris la précaution d'un tour d'horizon, essayant de comprendre ce qui me frappait et me rendait la maison si intangiblement suspecte. Je remarquai la forte cabossée d'Ackley sous un large auvent sans portail. Alors, je compris le secret de cette bizarrerie. C'était ce silence absolu. Non que la maison ait été du tout sinistre à la contempler, au contraire. Je retrouvais la grâce de ces aménagements semi-coloniaux dans le hall, meublés avec goût et agréable, laissant admirer la prospérité évidente de celui qui l'avait aménagé. Ce qui me poussait à fuir était quelque chose de sourd, d'indéfini. La pièce dans laquelle j'entrais était dans l'obscurité. Et quand j'y entrais, je remarquai que l'odeur bizarre y était plus forte. Il me semblait percevoir le rythme très faible, peut-être imaginaire, d'une vibration dans l'air. Au début, les volets clos ne me permirent de voir que très peu, mais progressivement, une toux contreite et le bruit d'un sifflement attirèrent mon attention vers un grand fauteuil dans le coin le plus éloigné et le plus sombre de la pièce. Dans cette ombre profonde,
je reconnus la trace pâle d'un visage d'homme et de ses mains. En un moment, je traversai pour saluer cette forme qui avait essayé de parler. Si faible que soit la lumière, je reconnus indubitablement mon hôte. J'avais assez étudié le tirage photographique. Il ne demeurait aucune ambiguïté quant à ce ferme visage buriné par le temps et sa barbe courte et grisonnante. Mais comme je le regardais à nouveau, cette reconnaissance se mêlait de tristesse et d'anxiété. Ce visage était celui d'un homme très malade. Il devait y avoir quelque chose de plus que l'asthme derrière cette expression rigide, tendue et immobile. Je réalisais combien ces expériences effroyables avaient dû créer de tensions en lui. Will Murph, je suppose. Il était vêtu d'une ample robe de chambre. Vous devrez m'excuser de ne pas me lever. Sa tête emmaillotée depuis les épaules et haut sur le cou par une écharpe ou un châle coloré. Je suis vraiment malade, comme Monsieur Noyce a dû vous en informer. Mais je n'ai pu résister à l'envie de vous voir comme nous l'avions prévu. La façon dont ses mains restaient sans vie, courbes et molles sur ses genoux, faisait pitié. Je ne peux vous exprimer combien je suis heureux de vous recevoir en personne. Après toutes nos lettres, vous les avez apportées avec vous, n'est-ce pas? Ainsi que les tirages photographiques et l'enregistrement. Votre chambre est à l'étage, juste au-dessus de cette pièce, et vous trouverez une salle de bain disponible en haut de l'escalier. Il y a un repas prêt pour vous dans la salle à manger, juste en face de cette porte sur la droite. Vous êtes conscient, je pense, de la nature infiniment surprenante des faits que nous avons à traiter. Savez-vous qu'Einstein se trompe et que certains objets et certaines forces peuvent se déplacer avec une vitesse plus grande que celle de la lumière? Ma chambre se révéla agréable et bien meublée. Après avoir rangé ma valise, je descendis prendre la collation préparée à mon intention. Sur la table m'attendait un ample choix de sandwichs. Une bouteille thermos et des tasses promettaient que le café chaud n'avait pas été oublié. Après mon repas, je me servis libéralement une tasse de café. Mais la première gorgée révéla un goût désagréable et amer. Je n'en bus pas plus. La nuit était tombée, et lorsque je me souvins ce qu'Ackley m'avait écrit à propos des nuits qu'il avait traversées, je frissonnais à penser que celle-ci serait sans lune. Je n'aimais pas la façon dont cette ferme nichait dans les forêts de cette colossale pente menant à la crête invisible de la montagne noire. J'allumai une petite lampe à huile, en réduisis la mèche, et entrant chez Ackley, l'installai sur une étagère distante près du fantomatique buste de Milton que je reconnus. Mais aussitôt, je m'en repentis, tant cela rendait le visage de mon hôte raide et immobile, et ses mains si molles qu'elles en semblaient anormales et cadavériques. Il semblait quasi incapable de mouvement, bien que de temps en temps il me fasse une brève inclinaison de la tête. Il existe, Will Murph, un moyen sans douleur d'extraire le cerveau et un moyen de garder le résidu organique en vie pendant son absence. La matière cérébrale est alors immergée dans un liquide régulièrement renouvelé à l'intérieur d'un cylindre hermétique de certains métals où des électrodes sont capables de dupliquer les 3 facultés vitales que sont la vue, l'ouïe et la parole. Pour transporter les cylindres à cerveau dans l'espace, les êtres ont un moyen très simple. Ainsi, sur chaque planète couverte par leur civilisation, ils disposent d'une certaine quantité d'instruments à facultés réglables, capables de se relier au cerveau placé dans les cylindres. Alors, ces intelligences nomades
peuvent recevoir une vie pleinement sensorielle et articulée, même sans corps ni aide mécanique, à chaque étape de leur voyage à travers et au-delà l'espace-temps continu. Pour la première fois, une des mains inertes et dévastées se leva et me montra une haute étagère sur la cloison la plus éloignée de la pièce. Là, bien alignés, je découvris plus d'une douzaine de cylindres de métal que je n'avais pas remarqués auparavant. Des cylindres d'environ 30 cm de haut et un peu moins en diamètre, avec 3 curieuses électrodes placées en triangle isocèle sur la paroi convexe au-devant de chacun d'eux. Comme vous le voyez, Wellmarf, il y a différentes sortes d'êtres présents dans ces cylindres là-haut. Tenez, prenez ces 3 machines que vous voyez là-bas. Apportez-les sur la table. Cette grande, avec 2 lentilles sur le devant, et puis la boîte, avec les tubes à vide et ses haut-parleurs. Enfin, celle qui a ce disque de métal sur le dessus. Maintenant, voyez le cylindre avec l'étiquette B67 collée devant. Montez sur cette chaise pour atteindre l'étagère. Prenez bien le B67, pas un autre. Posez-le sur la table et réglez le commutateur sur l'extrême gauche. Maintenant, reliez le câble de la machine à lentilles aux 2 électrodes sur le cylindre ici. Reliez le tube à l'électrode basse, celle sur la gauche, et l'appareil avec le disque sur l'autre. Maintenant, poussez les 3 commutateurs vers l'extrême droite. D'abord la lentille, puis le disque, enfin le tube. Aujourd'hui encore, je ne comprends pas comment j'ai pu obéir en esclave à cette voix chuchotée dans la nuit. Après ce qui s'était passé auparavant, j'aurais dû être préparé à tout. Mais cette mystification chuchotée semblait une de ces divagations typiques d'un inventeur ou d'un scientifique fou. Comme j'essayais de me repérer dans ce chaos, je devins conscient d'un mélange de grincements et de vrombissements qui bientôt s'effaça dans un silence virtuel. Il allait se passer quoi? Allais-je entendre une voix? Et si c'était le cas, quelle preuve aurais-je que ce n'était pas quelque émission de radio dûment préparée qui serait spécialement émise par quelqu'un dissimulé derrière un émetteur proche, mais qui nous regardait? La machine avec les tubes et le haut-parleur commença à parler, avec une précision et une intelligence qui ne laissaient aucun doute sur la présence réelle de celui qui parlait. La voix était nette, métallique, mais sans vie, comme totalement mécanique dans chaque détail de son émission, incapable de nuance ou d'expressivité, mais raclée et crépitée avec une précision mortelle et une grande assurance. Monsieur Wellmarf, j'espère que je ne vous effraie pas trop. Je suis un être humain comme vous, même si mon corps est maintenant en lieu sûr, sous un traitement vitalisant approprié. Mais moi, je suis avec vous. Mon cerveau dans ce cylindre, et je vois, entends, parle à travers ces capteurs électroniques. Dans une semaine, je traverserai le vide comme je l'ai fait de nombreuses fois déjà. Et cette fois, ce sera avec le plaisir de la compagnie de Monsieur Ackley. J'aimerais avoir la vôtre aussi. J'ai suivi de près votre correspondance avec votre ami. Je suis bien sûr l'allié des êtres du dehors venus visiter notre planète. Et j'ai pu leur rendre quelques services. En retour, ils m'ont offert des expériences comme peu d'hommes en ont connu. J'espère de tout mon cœur que vous accepterez de nous accompagner, Monsieur Ackley et moi-même. Nos visiteurs sont curieux d'échanger avec des hommes de connaissance comme vous l'êtes, et de leur dévoiler ces abysses dont nous ne pouvions que rêver dans notre imagination ignorante. Il n'y a rien à craindre, Monsieur Wellmarf. Toutes les transitions sont sans douleur. Une fois les électrodes reliées, on tombe simplement dans un sommeil où les rêves sont fantastiques et colorés.
Bonne nuit, monsieur Wilmar. Prêt à pousser ses commutateurs? Et ce fut tout. J'obéis mécaniquement et repoussai les 3 commutateurs. Ma tête était encore toute pensive quand j'entendis la voix chuchotée d'Ackley me dire que je pouvais laisser les appareils sur la table comme ils étaient. Je me sentis mieux à quitter ce bureau, avec cette odeur bizarre et cette sensation persistante de vibration, mais ne pouvais échapper à un sentiment hideux de danger, voire de péril, et d'anormalité cosmique. Cette région sauvage et solitaire, les pentes noires encerclant la maison, les empreintes sur la route, ce chuchotement immobile, ces diaboliques cylindres, puis par-dessus tout, l'invitation pressante à une étrange opération et d'encore plus étrange voyage. Ces choses, toutes si nouvelles, et dans une succession aussi soudaine, m'assaillirent avec une force cumulée qui sapait ma volonté et minait ma force physique. Après tout, la disparition d'Ackley n'établit rien. Personne n'a rien trouvé qui cloche dans sa maison. Or, les marques de balles sur les murs, dedans et dehors, c'est juste comme s'il était parti à l'ordinaire pour une balade sur les crêtes et n'en était pas revenu. Même pas un signe que quiconque soit venu ici, que ces horribles machines et cylindres aient été entreposés dans son bureau. De dormir, il n'aurait pu être question. Aussi, j'éteignis la lumière et me jetai sur le lit tout habillé. Aucun doute que ce soit absurde, mais je voulais me tenir prêt pour une situation d'urgence. Ma main droite agrippait le revolver que j'avais apporté avec moi, et de la main gauche, je tenais ma lampe de poche. Il ne venait plus un son d'en bas. Je pouvais imaginer mon hôte assis dans le noir, avec sa rigidité de cadavre. J'entendis une horloge sonner quelque part, et lui fus vaguement reconnaissant que ce soit un son normal. Cela me rappela cependant une autre chose du lieu qui me perturbait: l'absence de toute vie animale. Je me demandais quel intangible poison né des étoiles avait pu ainsi pleuvoir sur la région. Les anciennes légendes m'avaient appris que les chiens et les autres animaux avaient toujours haï les êtres du dehors, et je repensais à ce que les empreintes sur la route pouvaient signifier. J'étais tombé dans une somnolence trouble. Un sommeil rempli de brefs rêves qui évoquaient des aperçus de paysages monstrueux. Ce qui me réveilla, je ne peux le savoir, mais je me réveillai brutalement. Mes premières et confuses impressions, le craquement fort et régulier des planchers sur le palier devant ma porte, et qu'on manœuvrait gauchement, de façon assourdie, le loquet. Mais ceci s'arrêta très vite. Aussi mes vraies premières impressions claires furent celles de voix que j'entendis dans le bureau au-dessous. Cette fois j'étais pleinement réveillé, et la nature de ces voix était telle que toute pensée de sommeil s'était évanouie. Les 2 voix étaient individuellement distinctes, différentes en hauteur, en accent, en rythme, mais toutes les 2 étaient de la même espèce damnable. La 3e voix était indubitablement celle d'une de ces machines à l'élocution mécanique raccordée à l'un des cerveaux isolés dans les cylindres. Cette voix lourde, métallique mais sans vie, du soir précédent, incapable d'inflexion et expression, raclant et crissant, avec cette précision impersonnelle et son sens de l'affirmation était inoubliable au possible. Comme j'essayais de comprendre les mots que l'épais plancher de bois rendait assourdis, je fus aussi conscient, dans la pièce du bas, d'un grand remue-ménage fait de raclements, frémissements, battements. Pas possible d'échapper à l'impression qu'elle était remplie de ces êtres vivants. Des objets semblaient ici et là se déplacer à travers la pièce comme des entités conscientes. Le bruit de leurs pattes avait quelque chose comme un cliquetis souple sur une surface dure, ou comme le contact
mal coordonnés, de surfaces de cornes sur du caoutchouc dur. C'était, si je puis me permettre une comparaison plus concrète, comme si des gens avec des semelles de bois fendues traînaient les pieds et les faisaient s'entrechoquer sur le chêne ciré du plancher. Des mots isolés, y compris le nom d'Ackley et le mien, ressortaient ici et là, prononcés le plus souvent par la voix synthétique. Mais ce qu'ils signifiaient, je ne pouvais rien en savoir, faute d'en connaître le contexte. Je restais immobile et rigide, à l'étage, dans cette ferme solitaire au milieu des collines hantées, tout habillé, mon revolver agrippé dans la main droite et la lampe torche vissée à la main gauche. J'étais maintenant, je l'ai dit, tout à fait réveillé. Mais une sorte d'obscure paralysie continuait de me garder inerte, même longtemps après que les derniers échos de ces voix se furent éteints. J'entendais le balancier lent et régulier de l'ancienne pendule du Connecticut quelque part au loin. Est-ce que je n'avais pas été prévenu que les êtres sans nom étaient désormais librement admis dans la ferme? Quelque chose ici était faux, terriblement faux. Ce goût amer dans le café qui m'avait fait le jeter, est-ce que ce n'était pas la tentative de ces entités hideuses et inconnues de me droguer? Je devais en parler à Ackley à l'instant et réveiller sa méfiance endormie. Nous devions nous échapper de tout ça avant qu'il soit trop tard. S'il manquait de volonté suffisante pour rompre et reprendre sa liberté, je m'en chargerais. Et si vraiment je ne pouvais le persuader de s'en aller, eh bien je m'en irais seul. Comme je descendais sur la pointe des pieds l'escalier qui craquait, j'entendis un discret ronflement. Poussant la porte entrebâillée du salon, je me frayais chemin avec la lampe électrique, puis enlevai le faisceau sur le visage du dormeur. Dans la seconde, je l'éteignis brusquement. Endormi sur le canapé, ce n'était pas Ackley, mais mon guide du matin, Noyes. Une fois à nouveau dans le hall, je refermai silencieusement mais fermement la porte du salon derrière moi, puis entrai avec précaution dans le bureau sans lumière, où je m'attendais à trouver Ackley, dans le grand fauteuil qui, à l'évidence, était son lieu de repos favori. Comme j'entrais, le faisceau de ma lampe torche éclaira la grande table centrale, révélant une des machines à voix synthétique, prête à être reliée à tout instant. Ce devait être, je pensais, le cerveau placé dans le liquide que j'avais entendu parler durant l'effroyable conférence. Mais désormais, plus question de toucher à ces choses. De la table, j'orientai la lampe sur le coin où je pensais trouver Ackley. Et quelle fut ma perplexité de découvrir le grand fauteuil vide de tout occupant, endormi ou éveillé. Du fauteuil avait glissé par terre l'amas familier et volumineux de la vieille robe de chambre. Près d'elle, sur le plancher, le châle jaune et les énormes bandages de pieds que j'avais trouvés si bizarres. Pour l'amour du ciel, que n'ai-je quitté la pièce avant de faire à nouveau porter ma lampe sur la chaise vide? Je ne pus retenir un cri vite étouffé, mais qui devait bien avoir rejoint, sinon parfaitement éveillé, la sentinelle endormie de l'autre côté du hall. Comme je l'ai indiqué, j'avais retourné ma lampe sur le fauteuil vide après avoir fait le tour de la pièce. Grand Dieu, ce chuchotement dans la nuit, son odeur morbide et ses vibrations. Sorcier, émissaire, voleur d'identité, alien. Ce bourdonnement hideusement retenu et tout le temps ce cylindre tout neuf et net sur l'étagère. Ce sont ces objets, au nombre de 3, que les enquêteurs n'ont pas retrouvés quand ils sont arrivés un peu plus tard. Comme je l'ai dit en commençant, rien ici qui tienne visuellement de l'horreur. Même aujourd'hui, j'ai des moments de doute. Des moments dans lesquels j'accepte à moitié le scepticisme de ceux qui attribuent l'ensemble de mon expérience à un rêve
à l'état de mes nerfs ou au délire. Parce que ces choses dans la chaise, parfaites au dernier point, dans le plus subtil détail et la ressemblance microscopique, ou l'identité même, étaient le visage et les mains de Henry Vanforth Ackley. C'était Chuchotement dans la nuit de Howard Phillips Lovecraft. Traduction et adaptation François Bon. Avec Julien Egerix, Albert Wilmarth, Fred Ulysse, Henry Ackley, Jean-Noël Lefebvre, Noise, Grégoire Mont-Saint-Jean, la voix synthétique, Marc Barbet, l'employé des chemins de fer, Modeste Nzapasara, le contrôleur du train, Aurélien Ozinski, Brown, et les voix de Jules Churin, Manon Leroy, Slimane Yefsa, Jean-Marc Laillé, Pascal Loison et Othello Vilgar. Musique originale, François Bonnet. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son, montage, mixage, Bruno Mourlan, Lidwin Caron. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Christophe Hoquet.